Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, cette vidéo, on va parler des homebrews sur Mega Drive parce que les homebrews, on nous en sert à toutes les sauces. Est-ce que les homebrews aujourd'hui, ça vaut la peine en 2024 de jouer à tel ou tel produit, sachant que parfois les jeux ne sont pas de grande qualité. Même les dernières productions, on voit qu'il y a des difficultés au niveau de la distribution, de la programmation et également voilà, de la communication. Ça c'est très important pour la plupart des gamers aujourd'hui, d'avoir un produit totalement transparent au niveau de la vente. Et vous allez voir que dans cette vidéo, on va parler de différents aspects qu'on peut retrouver dans le monde du rétro gaming. Pour ma part, là, comme je vous l'ai dit, moi les homebrews, c'est fini. C'est pas que je veux plus en entendre parler, c'est simplement en fait que les homebrews pour moi ne me correspondent plus et ne sont pas d'un niveau en fait qu'on peut attendre en 2024. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous avez des jeux sur NES qui sortent également, qui sont encore des Metroidvania, qui sont encore des jeux de plateforme qui sont pas excessivement poussés au niveau du gameplay, du level design et puis des graphismes. Aujourd'hui, quand graphiquement on vous sort un jeu qui ressemble à de l'Amstrad CPC de 1984 et qui est censé être un jeu Mega Drive Homebrew, pour moi, c'est tout à fait scandaleux en fait ce qui se passe. Ce qu'on vous vend, ce qu'on vous propose, c'est limite scandaleux. Je parle même pas de la NES parce que la NES, franchement, ils réutilisent parfois également des sprites, même sur de la Mega Drive ou de la NES. D'autres jeux, ils reprennent des codes d'autres jeux pour faire en effet leur programmation. Alors ça c'est le pire, les homebrew, on a des escroqueries qui sont vraiment notables depuis des années. On continue d'interviewer ces gens-là, on continue de leur donner la parole. Il y a un nouvel homebrew qui va sortir avec une personne qui a bossé également dessus, qui fait partie de cette personne, de ces personnes du passé qui ont également escroqué des gens via PayPal et d'autres comptes bancaires à l'étranger, etc., qui vous font croire qu'ils n'ont pas les fonds pour produire leur jeu et fournir les clients, c'est toujours pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, les gars, il faut arrêter. Les homebrew, c'est fini. C'est la Mega Drive, c'est fini. Ça s'est terminé en 97, 98, la Mega Drive. Faut arrêter. Arrêtez de nous sortir des trucs dessus. Ça ne ressemble à rien, ce n'est pas de la Mega Drive, des jeux qui font 120 mégas, 140 mégas et qui graphiquement ressemblent à de l'Amstrad CPC ou de la GX 4000, faut arrêter les gars, c'est fini. Nous on veut plus de ça. Alors peut-être que entre guillemets là, les pigeons, les roucouls de 35 ans là, ça les amuse en fait de jouer à des jeux Mega Drive qui vont payer 70 balles parce qu'ils savent pas quoi faire de leur thune. Le débat, j'ai de l'argent donc je fais ce que je veux. Bah écoute, vas-y, je te mets au défi de gagner au loto demain et tu vas me montrer ce que tu vas faire avec ton argent. Les gens intelligents, ils vont investir dans autre chose que le rétro gaming. Premièrement, ils vont essayer de se faire plaisir pour leur vie de tous les jours. Ils vont pas acheter des jeux à la con en fait, qui valent rien. Ils vont en acheter un ou deux, mais ça va s'arrêter là. Ils vont pas faire comme certains en fait qui achètent tout et n'importe quoi qui sort parce que vous avez un gourou qui leur a dit que peut-être que le jeu il est bien et que c'est un copain à eux qui l'a fait, je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours pareil.
Euh, Personnellement, en fait, ce que je vois aujourd'hui sur YouTube, ça fait partie des dérives qu'on avait prévues depuis quelques années autour du rétro gaming. Et là, on est à son paroxysme. Alors pourquoi certaines chaînes, en fait, stagnent au niveau de l'audimat? Alors, soi-disant, ce sont des chaînes hein, voilà, qui sont la réussite du rétro gaming. Essayez de comprendre pourquoi, par exemple, les abonnés de la première chaîne, quand la seconde est créée, pourquoi les abonnés ne vont pas sur la chaîne secondaire? Moi, je m'inquiéterais plus pour ces gens-là par rapport à leur audience au niveau du futur, parce que on a vu beaucoup de gens qui ont déserté ces chaînes et qui n'ont pas suivi sur la chaîne secondaire. Ça, sincèrement, c'est révélateur du problème qu'on a aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de renouvellement ni dans les vidéos autour du rétro gaming. Les gens refusent les débats au niveau du partage, au niveau d'autres chaînes. Ils restent entre communautés, c'est très très sectaire. Et on n'a pas. C'est échange de procédés, hein. C'est je t'invite et après tu m'invites parce qu'il y a un produit à vendre, tout ça. Salut mon poteau, toujours pareil. Des débats qui n'ont ni queue ni tête hein, pour parler des futures sorties. Et à la fin, le but en fait de ces gens-là, c'est avant tout de faire de l'argent avec leur chaîne. On parle plus de passion, on parle de faire de l'argent, on parle également de futurs projets. Hein. Des gens sont prêts également à vendre leur âme pour un projet futur et échanger avec une communauté qu'ils n'aiment pas. On l'a souvent vu ça. Enfin, beaucoup plus l'année dernière que les années précédentes en tout cas. Et tout ça, ça vient du fait que les gens sont en mal et en manque d'abonnés hein, pour la rémunération, c'est toujours la même chose. Et sous le coup de la passion, eh bien, on fait des introductions pour présenter un produit qui dure une demi-heure en attendant bien sûr l'argent qui tombe, hein, les dons. Hein. Salut mon frérot. Et au niveau voilà, des homebrew que vous allez voir cette année, vous là, les joueurs, les clients, dites-moi ceux que vous allez acheter. Dites-moi ceux que vous allez acheter parce que moi j'ai un gros doute premièrement sur la qualité du produit et deuxièmement en fait on va dire les gens qui vont investir pour recevoir ce genre de produit. Je pense que tu as des gens qui sont évidemment des grands collectionneurs hein, voilà, hein, qui estiment que l'objet est plus important que le gameplay. Alors à la limite, moi, les créateurs de homebrew, les gars, ce que je vous dis, les créateurs de homebrew, ne vous faites plus chier à faire un jeu qui dure 1 heure ou 2 heures. Faites un jeu qui dure 10 minutes, avec deux trois sprites hein, qui se battent en duel. Vous vendez ça 80 balles avec une figurine moulée en plastique avec une imprimante 3D de chez AliExpress. Ne vous embêtez pas à faire du gameplay. Parce que vous allez avoir une minorité de vos clients qui vont s'intéresser que à la boîte en fait et qui ne jouent même pas. Moi j'ai vu récemment des gens qui vous parlent de jeux sur le Nintendo Direct. Nintendo Direct. Les gars vous disent ah ça va me coûter très cher d'acheter beaucoup de jeux, ça va me coûter cher, je sais pas comment je vais faire, tout ce qui sort chez Nintendo bientôt. Les gars ne jouent à rien. Les gars ne jouent à rien. Vous voyez les montagnes de jeux qu'il y a derrière, des jeux qui durent parfois entre 15 et 30 heures à terminer. Les gars ne jouent à rien. Et les gars vous disent ah je sais pas comment je vais faire pour acheter ces jeux mais il me les faut parce que c'est machin, c'est collector, c'est ceci, c'est cela. La partie du public que vous pourriez toucher si vous faisiez un jeu de qualité graphiquement, un gameplay profond, autre chose que du Metroidvania vendu et revu. Et là tout à l'heure je vais vous montrer un jeunesse hein, qui est même pas en fait une nouvelle version, un remaster ou quoi. Ils ont repris le Castlevania sur la NES pour faire un Metroidvania. Ils ont rien changé. C'est une des pires escroqueries que j'ai jamais vues. Et alors ça par contre, en effet, si Konami, Nintendo mettent le nez dessus, au niveau de la vente et de l'utilisation de leur programmation, je pense que ça peut aller loin. Mais ce qu'on voit également aujourd'hui, voilà, ce sont beaucoup de youtubeurs qui vous font la promo
de ces homebrew qui ne sont pas de qualité, parce que c'est leurs potes, ils vous en parlent bien, ou ils disent ouais, on verra, ça sera peut-être corrigé dans le temps, tout ça, et quand le jeu sort, c'est exactement la même chose, le jeu n'a pas forcément beaucoup évolué, mis à part un ou deux trucs, et on vous fait croire que le youtubeur, en effet, a contribué en fait à la modification du jeu, avec la difficulté, la façon de se déplacer du personnage ou quoi. Sincèrement, en fait, c'est pas pour ça que le jeu est 20 fois mieux ou quoi. Le jeu restera un jeu Amstrad CPC vendu en 2024 à 70 balles. Graphiquement, sincèrement, est-ce que sur Mega Drive, on mérite pas mieux? Hein, quand on voit certains titres qui arrivent les années passées, là, qui ont du mal à être fournis premièrement aux clients, et deuxièmement qui ne respectent pas la capacité d'un jeu Mega Drive, est-ce que finalement, je me pose pas la question de me demander si les programmeurs ne sont pas plus attirés par l'argent que par la satisfaction client? Parce que au niveau du suivi du produit, de la distribution, et puis également du retour client par rapport au gameplay, etc., etc., moi je veux bien que les gens aillent en convention et présentent leur jeu en avance, avec des démos, tout ça. Euh, Au final, tu vois que le jeu n'est pas forcément bon. Il n'y a pas beaucoup de gens sur les stands également qui vont dans les conventions regarder ces jeux-là. Des gens testent un peu par-ci par-là, mais au final, ça reste un jeu des années 80. C'est même pas un jeu des années 90 parfois. Graphiquement, c'est très moyen, voire en dessous des productions qui ont été faites à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'artifices et d'effets en fait disponibles dans les logiciels type SGDK pour faire les jeux Mega Drive plus facilement. Un d'où le côté amateur, hein, parce qu'il faut vous dire que même si c'est du travail, ça reste de l'amateurisme. Au niveau de la distribution pour les clients et au niveau de la programmation et puis de la finalisation du produit. Et est-ce que vous aujourd'hui vous êtes content de voir un jeu sortir un an et demi plus tard avec du retard parfois, ne pas être distribué à tout le monde, qu'on vous prévient pas forcément par mail que votre jeu va être retardé ou repoussé parce qu'il y a des problèmes à différentes échelles. Est-ce que vous êtes content de recevoir un jeu au final qui va ne durer que 1 heure et demie, 2 heures au niveau du gameplay et qui va pas vous satisfaire plus que ça, mis à part de dire j'ai l'objet et puis ça rentre dans la collection. Ça, c'est sincèrement en fait, je trouve ça assez lamentable le niveau d'intelligence en fait de certains acheteurs qu'on a dans le rétro aujourd'hui qui vantent et sponsorisent, qui vantent les mérites en fait de ce genre de produits qui sont catastrophiques. Faut dire la vérité, hein. C'est la plupart des homebrew qui sortent aujourd'hui sont des jeux de téléphone mobile qui auraient même pas eu parfois le label qualité Sega ou Nintendo à leur sortie. Des jeux qui ne seraient pas sortis. Allez, on va se regarder la bande-annonce d'un premier titre pour la NES. Alors, est-ce que de votre côté, voilà, vous trouvez tout à fait honorable de jouer une énième fois à ce Metroidvania sur de la NES avec encore une fois Castlevania pour la énième fois? Est-ce que vous êtes prêt à payer en fait une certaine somme pour acquérir ce genre de produit? Est-ce que vous n'êtes pas lassé et que vous voulez pas autre chose aujourd'hui? Vous attendez pas autre chose hein, dans l'univers du rétro gaming?
voilà, vous avez vu le genre de titre hein, qu'on peut vous proposer également pour la NES. Il y a très peu de jeux qui sortent de plus en plus sur la NES aujourd'hui. Il y en a peut-être, un ou deux, voilà, un ou deux qui sortent par an de vraiment très intéressant. Le reste, bon, voilà, ça reste extrêmement moyen. Et puis voilà, le genre de graphisme hein, que vous avez en 2024 sur Mega Drive, et vous allez voir la comparaison, elle est totalement légitime hein, par rapport à ce que, en effet, on peut avoir en 2024. Bah, regardez graphiquement ce qui vous attend sur Mega Drive, les gars. Hein, cette année, un jeu de 87, voilà. Alors, vous faites le parallèle assez rapidement, je pense, avec le jeu dont je vous parle. Et est-ce que, allez, 30 ans, 40 ans plus tard, on n'avait pas envie, en fait, de jouer à autre chose qui est un peu plus évolué? Est-ce qu'au final, par exemple, la Mega Drive, vous pensez pas qu'il faut la laisser? Faut faire peut-être des homebrew, peut-être pour la Switch à la limite. Mais arrêter de développer sur de la Mega Drive qui est en souffrance. Hein. On est obligé d'agrandir la capacité des jeux pour pouvoir sortir des titres dessus. Est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre mieux au final que ce genre de production hein, qui va arriver en 2024 dans vos étagères? Est-ce que les concepteurs sont capables aujourd'hui de faire un jeu Mega Drive qui pourrait rivaliser avec un Sonic ou rivaliser avec un Gunstar Heroes ou ce genre de production? Même un Quackshot, hein. Moi je vous invite à faire un nouveau Quackshot avec un personnage, voilà, imitation Disney, qui pourrait en effet avoir une aventure intéressante. Eh bien non, on nous sert voilà, des jeux qui graphiquement sont en dessous des qualités de la plupart des jeux sortis à l'époque dans les années 90. Et en plus de ça, voilà ce qu'on met en avant, parce que bien sûr les concepteurs savent qu'aujourd'hui le gameplay ça suffit pas pour vendre, et il faut faire un packaging collector autour, avec des figurines qui leur ont coûté peut-être moins d'1 € à fabriquer avec leur imprimante 3D. Et également des cartes postales, hein, les cartes postales, les tickets restaurants, les pièces jaunes, peut-être dedans si un jour, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, tout le packaging qu'ils vont vous vendre une centaine d'euros, au final, à eux, ça va leur revenir à pas grand-chose pour les objets collector. Bien sûr, ce qui coûte le plus cher, hein, c'est la fabrication de la PCB et puis des puces qui composent cette carte. Mais au niveau ensuite du gameplay, moi j'ai plus forcément envie de jouer à ce genre de... Enfin, je peux jouer à ce genre de jeu, mais payer une somme qui est astronomique pour un produit qui est d'une qualité très très moyenne, voire en dessous, voilà, comme je vous l'ai dit, de ce qu'on peut faire sur d'autres systèmes, est-ce que ça vaut la peine en fait qu'il soit en circulation aujourd'hui à la distribution dans certaines boutiques? Alors sur différents sites, vous pouvez voir également certains titres hein, qui vont sortir prochainement en version homebrew hein, et dont les Kickstarter sont proposés. Voilà. On a un jeu sur Game Gear, les gars, qui doit sortir, l'épée de pierre, ça s'appelle, hein, Sword of Stone. Et puis, regardez, voilà, on a Demon Claw, un prochain homebrew façon... je sais pas comment on peut appeler ce genre de truc, façon beat'em all, run and gun, bon tu avances, tu tapes, voilà, ça reste peut-être un projet intéressant. Voilà. La somme demandée à la base qui est de 50 000 euros a rapidement été atteinte, elle est actuellement à 63 785 euros pour 633 contributeurs. Pour obtenir la version Steam, il y a un palier à 14 euros. Pour la version boîte, avec DVD à 35. 50 euros pour la version Mega Drive et manuel. Quant aux versions Neo Geo, ce sont les plus chers car à partir de 250 euros. Alors, il y a un truc, les gars, c'est qu'ils nous sortent, depuis un moment, ils nous sortent des jeux Mega Drive sur Neo Geo. Franchement, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Là, c'est plus de la passion, là, c'est de l'appel à l'argent, en fait. C'est-à-dire que plus de machines
a été valorisé dans le passé par rapport au côté luxueux, tout ça. Enfin, la Rolls-Royce qui a été un terme inventé par les magazines français par rapport à cette machine-là. C'est pas un terme qui était véhiculé à l'étranger, hein. Ça, c'était encore une fois l'arcade à la maison, comme on aime bien dire, mais SNK a fait du vrai arcade à la maison. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que quand vous allez acheter ce genre de produit sur votre Neo Geo en version AES, hein, vous n'avez pas les composants Hitachi, Thomson ou Yamaha ou des composants issus des usines SNK. Vous allez avoir des composants dessus chinois type AliExpress qui seront apposés sur ces PCB. Alors il y en a qui vous diront non, mais nous en fait on fabrique nos trucs à la française, ça vient de chez nous, c'est fait maison. On connaît le fait maison, hein. Si c'est comme dans la restauration, le fait maison, à partir du moment où tu fais des marges très minimes en fabriquant en France, les gens se fournissent avec des composants achetés à l'étranger et c'est assemblé dans leur usine en France. Mais ça reste des composants de basse qualité. On ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les composants SNK, les gars, ils ont tenu au moins déjà au moins 25 ans, voire 35 ans pour la plupart, les composants de cartouches AES. Pour le moment, on en est sûr et certain. Maintenant, vous allez acheter ce genre de produit à 250 ou 350 balles, hein, sur d'autres compagnies qui ont fait des jeux homebrew sur la Neo. Vous ne savez pas, en effet, combien de temps ce genre de produit va durer. Maintenant, quand on voit la rapidité avec laquelle les consoles type Raspberry AliExpress claquent au bout de 2 ans ou 1 an et demi d'utilisation, attention, n'achetez pas, je vous dis, ce genre de produit. Parce qu'on vous fait croire qu'en effet, c'est un produit pour la Neo Geo, donc c'est un produit dans votre esprit, hein, qui vient de chez SNK. Eh ben non, hein, les composants sur ce genre de produit viennent de Chine. Ce sont des composants assez catastrophiques. Alors la campagne se termine le 12 octobre prochain pour les versions modernes et Mega Drive. La version est prévue pour juin 24. Donc on sait très bien que voilà, il y a plein de choses qui sont repoussées. Je vous mettrai l'exemple, hein, d'un produit qui est repoussé chez Geekline. On le savait, hein, parce que vis-à-vis de la fabrication de certains bouquins et certaines œuvres, ça peut pas être aussi rapide que ça. Et voilà, les gens qui se sont occupés de la tétralogie PS2 avec l'anthologie PlayStation 2 ont repoussé la sortie du livre au mois d'octobre. Et ça, encore une fois, c'était évident, si vous voulez, hein, par rapport à la production, à la fabrication, et les premières livraisons, et également les investissements des clients, hein, pour qu'en effet on lance la production. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, et c'est ce qui va se passer pour vos homebrew, les gars. C'est qu'aujourd'hui on vous met livraison en juin 2024. Maintenant, s'il n'y a pas assez de fonds pour produire en quantité les jeux, on va attendre des nouvelles commandes pour produire vos jeux, hein, dans les mois qui vont s'écouler, et vous n'aurez pas tout de suite en fait votre jeu, parce que la production de votre jeu va dépendre des futurs investisseurs à chaque fois. Et des gens peuvent attendre 1 an, voire 2 ans, l'arrivée de leur jeu parfois chez eux. Il y a certains studios qui sont assez carrés, et en effet, les jeux arrivent rapidement une fois qu'ils sont sur les sites en ligne, parce qu'ils en produisent beaucoup plus que la demande. Voilà. Donc voilà, on a eu dans le passé également, avec plus ou moins de succès, des homebrew qui sont sortis. Les derniers homebrew qu'on a eu sont sortis avec énormément de retard, par rapport, soi-disant, au manque de composants en Chine, etc. Alors, il y a également des remakes qu'on nous sort, hein, sur Commodore 64 avec Sonic, et le Metal Slug sur Mega Drive. Alors moi, je veux bien qu'on essaye de faire un Metal Slug sur Mega Drive, mais faites-en un à votre sauce. N'essayez pas de refaire celui de la Neo Geo, c'est pas possible. C'est impossible.
Totalement impossible. Hein, quand on voit qu'ils arrivent à peine à sortir le premier niveau avec un dixième des ennemis présents à l'écran seulement, les gars, arrêtez, je sais pas, faites quelque chose d'intéressant pour les joueurs. Mais n'essayez pas forcément de sortir en fait des licences. Déjà, je me demande, sérieux, enfin, là apparemment il y a eu des problèmes de licence pour le Metal Slug, c'est pour ça qu'il ne sortira pas. C'est que les droits n'ont pas été cédés aux créateurs, hein, pour sortir le jeu, d'après ce que j'ai pu entendre, hein, dans les interviews de convention. Et c'est évident ça, c'est évident. C'est comme aujourd'hui, je vous dis, la personne qui a fait ce Castlevania Metroid avec les sprites, le level design, la musique, l'environnement, le nom, sur NES pour le Metroidvania, Nintendo et Konami tombent dessus, c'est fini. Black Jewel Reborn. Alors, Black Jewel, c'est un nouveau projet des studios PSCD Games. Le titre est un hack and slash à scrolling horizontal, façon Conan. Ok. Alors, il y a un Kickstarter, une démo est disponible. Concernant la version Mega Drive, alors pourquoi pas la tester. On va faire mieux. On va faire mieux, on va mettre directement un petit son. Ça ira plus vite, on va pas s'ennuyer à jouer à ça. Alors musicalement, tu reconnais facilement les sons de la Mega Drive, c'est ça, au moins c'est respecté. Maintenant, est-ce que voilà, on a envie de jouer à ça en 2024? Bon, déjà, au niveau du sprite, c'est assez minuscule. Alors, je sais pas ce qui se passe. Il s'énerve tout seul. On a des petites séquences où justement on explique l'histoire. Et ensuite, voilà, le niveau du jeu. Et bien ça reste encore une fois, voilà, un jeu qui est largement en dessous de ce que peut faire la Mega Drive. Et quand tu as la possibilité d'avoir une Switch, pourquoi en fait tu vas chercher à jouer à ça sur Steam ou à jouer à ça en fait sur un émulateur? Moi sincèrement en fait j'en peux plus de ce genre de production. Je salue même pas en fait, le travail des gens, parce que à ce niveau-là ça m'intéresse plus. C'est-à-dire que pour moi la Mega Drive c'est une console, faut arrêter de faire des choses dessus parce que ce que vous faites les gars c'est de la contrefaçon de programmation. Ce n'est pas un objet en fait pour les gamers, c'est un objet pour les collectionneurs que vous faites. Là vous allez pas me dire qu'en jouant à ça en fait, ou à d'autres jeux, hein, là vous allez trouver du plaisir à jouer à ce genre de programmation. Pour moi ça c'est un jeu Game Boy qui a été colorisé, ou c'est un jeu Amstrad CPC hein, tout simplement. Hein. À la limite tu fais ça sur la NES. En effet là ça peut être cohérent. Maintenant si tu adaptes en plus ce jeu là sur Neo Geo les gars, non mais à un moment donné les gars faut arrêter simplement. Et puis il y a ce genre de projet où on t'explique que ça en 2024 c'est bien. Voilà. Alors, encore une fois, voilà, la programmation par rapport à ce que tu peux produire à travers un jeu. En effet, c'est un challenge, c'est un défi maintenant de là à vendre en fait un produit. Ça reste discutable. Sincèrement, encore une fois, je vous dis, est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre quelque chose de mieux, hein, par rapport comment dire, à la communauté du jeu vidéo? Est-ce que ça, par exemple, ce genre de produit aurait l'aval de Sega pour sortir dans l'époque des années 90? Est-ce qu'on aurait produit ce titre-là? Ça reste discutable. C'est tout à fait possible. Voilà, vous avez également d'autres phases dans ces jeux-là qui vous présentent en fait la manière de se déplacer du personnage et puis la manière d'attaquer. Est-ce que pour vous, en fait, vous trouvez intéressant de jouer une nouvelle fois à une pâle copie en fait d'un Contra Probotector ou d'un Gunstar Heroes ou d'un Metroid sorti dans les années 80 qui graphiquement peut-être était différent,
mais plus intéressant au niveau du gameplay. Moi, je me pose encore la question de savoir si ça vaut la peine, en fait, si ça vaut la peine de jouer à ça, d'investir et d'acheter, au final, le produit, et d'être satisfait avec le produit. Alors, peut-être que ce jeu-là, c'est peut-être un des meilleurs homebrew qui sortira durant l'année. Hein, je pense que par rapport à d'autres, il est assez bien placé pour être quelque chose de qualité. Maintenant, le problème qu'on a, c'est est-ce que au final, on n'a pas envie d'autre chose sur la Mega Drive. À la limite, sortez des cartouches boostées à mort, essayez de faire des jeux vraiment qui sortent de l'ordinaire, très colorés, très différents au niveau de l'environnement, pas avec forcément à chaque fois le même thème, et, euh, et essayez également de faire la promotion de ces jeux avec des gens objectifs qui ne sont pas là pour recevoir les éditions gratuitement et parler de façon superficielle du produit. On ne vous met pas en valeur qu'en effet, il y a pas mal de choses qui ne vont pas et qui ne vont pas également au niveau du plaisir de jeu. Parce que pour moi, le plaisir de jeu, c'est beaucoup plus important au final quand tu reçois un produit que parfois en fait l'argent que tu vas mettre dedans. C'est-à-dire on peut te vendre aujourd'hui un produit à 100 balles et tu peux avoir énormément de plaisir à y jouer, à avoir des artbooks à l'intérieur, comment dire, un petit hologramme ou également un porte-clés ou je ne sais pas quoi. Mais tu peux avoir beaucoup plus de plaisir à profiter de ton produit si la finalisation, la finition, pardon, du jeu est totalement correcte dans ce qu'on t'a promis au niveau de l'évolution du jeu. Maintenant, si en effet on te vend un produit qui arrive en retard, qu'on te prévient pas quand tel ou tel jeu va être fourni, distribué et produit, et qu'est-ce qu'il y aura avec au niveau de la, comment dire, des objets collecteurs, parce que parfois quand vous investissez dans ce genre de produit, on vous dit pas ce qu'on va vous donner avec. Alors, sincèrement, les OST, les gars, il n'y a personne qui écoute les CD audio, les musiques du jeu. Il n'y a personne qui se met dans son salon en train d'écouter la BO d'un jeu et de danser. Non, mais il faut arrêter le délire. Arrêtez les cartes postales. Arrêtez les CD audio, ça sert à rien. Mettez des trucs utiles dedans, je sais pas. Et mettez également, voilà, des petits livrets avec des artbooks. Ça, c'est vraiment sympa. Même un poster, un beau poster, voilà, qui reste peut-être dépliant, mais qui sera utile, voilà, pour mettre sous cadre ou des choses comme ça. Mais il y a des objets qui vous coûtent rien à faire, que vous mettez dedans parce que ça coûte rien à produire, en effet. Le CD audio, c'est quoi? C'est 10 centimes. La carte postale, c'est quoi? C'est 3 centimes. Je veux dire, les gars, soyez sérieux et avec les investisseurs à un moment donné. Je veux bien qu'on donne des cadeaux à des personnes, mais enfin, au niveau du fond du produit qu'on vous propose aujourd'hui, moi je pense que c'est 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 pas forcément en fait le jeu qui est mis en valeur à chaque fois dans la production d'un titre. C'est plus en fait la finalité et le but en fait des éditeurs de récolter des fonds. Parce qu'avec le temps, vous vous rendrez compte qu'avec les Kickstarter, les gens laissent les Kickstarter toujours actifs alors que le produit a été payé et finalisé dans sa globalité. Et tous les fonds qui sont parfois récoltés sont pas forcément, je trouve, justifiés quand le produit est fourni. On n'a pas un produit, je trouve, qui est à la qualité de l'investissement par moment. Sachant que parfois même les produits sont presque terminés au niveau de la conception du jeu quand la fabrication et la distribution arrivent et que le Kickstarter vient d'être lancé. On modifie pas forcément le programme, je veux dire, hein, pour certains. Hein. Au niveau du level design de plusieurs titres, vous voyez qu'il y a un scrolling horizontal qui est récurrent pour la plupart du temps et des ennemis qui ont une IA vraiment défaillante. L'IA, c'est quelque chose
le plus difficile à faire dans un jeu, avec également un affichage régulier au niveau des sprites et des animations. La musique, ça reste accessoire. Moi, j'ai pas trouvé sincèrement de jeu, voilà, qui avait des musiques vraiment frappantes, intéressantes au niveau de la conception. Alors, je demande pas à ces personnes-là d'être un Yuzo Koshiro en herbe, mais essayez tout de même de votre côté d'attacher une importance à l'environnement du jeu et pas forcément dessiner voilà des patterns ou des sprites qui vont s'afficher correctement à l'écran. Ils prennent tout ça en compte, hein. Mais moi quand je vois les jeux et que j'ai joué à tous les jeux à l'époque sortis déjà sur PC Engine, sur la Mega Drive, la NES, la Super NES, et que je compare avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, je trouve les jeux ennuyants, avec une finition parfois douteuse. Alors pas forcément le jeu qui a l'écran en fond, hein, bien sûr, hein, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Mais voilà, ne vous attendez pas à des grands changements quand le jeu vous sera produit en usine et distribué chez vous. Sincèrement, en fait, moi j'ai quand même un doute sur le futur des homebrew. Je pense qu'il y a plein de gens qui se lassent en fait des productions actuelles. Peut-être qu'il y aura un studio qui perdurera pour faire ce genre de production parce que ça coûte de l'argent. Mais dans le futur, regardez les chaînes qui parlent des homebrew. Regardez les chaînes avec le nombre de vues par rapport à la future sortie d'un homebrew. Parfois il y a 100, 200, 300 vues. Ça n'intéresse pas grand monde. Et plus les joueurs qui ont la quarantaine ou quinquagénaire arrêteront de s'occuper en fait de cette console Mega Drive ou NES, hein, parce que ce sont eux qui ont connu la console et qui sont intéressés par acheter les formats cartouches. Attendez que ces gens-là en fait arrêtent de s'intéresser à ça. Vous allez voir que ces produits-là ne vont plus se vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez même sur des quartiers importants où il y a des boutiques qui vous proposent ces jeux-là. Parfois, les jeux restent invendus en vitrine et on vous montre les prix pour créer une espèce de spéculation sur un produit qui n'est pas demandé. On vous met par exemple un Astobros ou Astborg, on vous le met à 150 balles alors qu'il n'y a pas d'acheteur. Ça intéresse personne. C'est un produit qui est là en fait dans le magasin qui mourra ici. Y a quelques jeux voilà qui partent de temps en temps, soi-disant entre guillemets sur eBay avec des vrais investisseurs, hein, pour du Paprium ou des trucs comme ça. J'ai encore des doutes hein, sur les gens qui rachètent ce genre de produits. Premièrement, encore une fois, ce ne sont pas des gamers. Et il y a une minorité de gamers aujourd'hui qui s'intéressent réellement aux futurs produits qui vont arriver. Ils sont plus intéressés par appartenir à la communauté et acheter et investir parce que ça leur permet d'en parler sur leur chaîne YouTube. Mais au final, est-ce qu'ils vont y jouer? Moi je pense que la plupart des gens ne joueront pas à leur jeu. Alors si tu veux une liste en fait des jeux Mega Drive en homebrew sortis depuis des années, hein, tu vas sur Sega Retro et tu vas voir tout ce qui est disponible. Et il y en a une pelletée. Il y en a une pelletée et aujourd'hui vous vous rappelez de quoi en fait? De quel jeu vous vous souvenez? Voilà, on a Space Pixie, on avait Pierre Solar à l'époque en décembre 2010. On a Gen Poker, Project MD en 2012. Il y a beaucoup de téléchargements libres, attention, hein, regardez, free download, des téléchargements libres. Il y a par contre, voilà, Pierre Solar était vendu 50$ déjà à l'époque. En 2013, on avait All Cheap, qui était un téléchargement gratuit. Fua Fua Cotton. On a Racer également de Top Studio, téléchargement libre. Silent Hill Genesis version bêta en 2013. Une adaptation d'un fan sous la forme de contes, on va dire, image par image séquencé. Hein, un novel, un roman romancé. Téléchargement libre. La question c'est, est-ce qu'il y a qu'en France en fait qu'on fait payer les homebrew?
C'est un truc français, ça, en fait, de faire payer, en fait, la production et... Alors, Crazy Driver, août 2013, un simple jeu de conduite, voilà. On a des Invited Guests, un téléchargement libre. Il y a un jeu qui était vendu 7 dollars ici, et en téléchargement, et 39 dollars en version cartouche, de Sacha Darko, Sacred Line Genesis, avec une cartouche avec du son Wave, sorti par Watermelon encore. Voilà. Glassbreaker, téléchargement libre, elle est 2014. On a Mega Swirl en démo, téléchargement libre. Il y en a plein, il y en a énormément. Téléchargement libre, les gars, téléchargement libre. God Plains démo, Pingouin bleu, téléchargement gratuit. Violence Pingouin, Solaris en japonais, téléchargement libre, un clone de Tetris. C'est pas ça n'a rien à voir avec le shoot 'em up. Draw Shift, téléchargement, etc. On arrive en 2016. Sega CD Resurrection Project. Un pack de 5 jeux Genesis et Sega CD. D'accord. Fatal Smarties, Mega Flappy 6, téléchargement encore, téléchargement. Alors on a Bare Knuckle Princess, Downforce Invasion, Mega Mario Tower Defense. Et beaucoup de téléchargements libres. Alors on va essayer d'avancer. L'Odyssée de Pluck, une démo. Il y a beaucoup de jeux qui ne sortent pas. Hein. Vous réalisez qu'aujourd'hui, les jeux qui sortent, il y en a peut-être deux ou trois vraiment bien par an. Le reste... Astronauta Perdido. Ouais, alors ça, c'est un jeu espagnol ou quelque chose comme ça. 2018. Mega Marble World, 35 dollars. Un jeu de puzzle. 21 mars 2018. Andy Harvey, 35 dollars. Et vous avez vu, à partir de 2018, on commence à vous vendre des produits physiques. Et là, par exemple, il y a Mega. Mais regardez, Mega Quadro Pong de les Sega Team. 44 dollars, seulement 20 copies. Qui a été vendu au Midwest Gaming Classic 2018, sûrement une convention, je sais pas. C'est un clone de Pong, donc ça vole pas haut. Hein. C'était vendu 45 dollars, un clone de Pong, je sais pas si vous imaginez. Donc les arnaqueurs étaient déjà de sortie à cette époque-là, ils ont vendu que 20 copies. Hein. Grill Coast for the Holy pour téléchargement libre. Alors là, il y a un jeu qui se vendait 14 dollars. C'était Tanglewood. Alors Tanglewood, en effet, ça c'est un jeu, ça me dit quelque chose. Regardez, on va regarder rapidement. Mais celui-là, il me dit quelque chose. C'est un mélange du Roi Lion et de Another World. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme avec un puzzle apparemment. Il n'y a pas plus d'images que ça. Alors, alors encore une fois, regardez. Ils ont récupéré les sprites. Ça, c'est... J'en peux plus de ça, les gars. Ils ont récupéré les sprites de Flashback et du Roi Lion pour le level design également. La palette de pixels, ils ont tout récupéré. Enfin, allez faire un tour sur la page, vous verrez mieux. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est bien ce que je disais. Je l'avais vu ce jeu-là en vente. Encore téléchargement libre. Omega Blast. Omega Blast.
une démo. Cannon Fire Chaos. Alors, qui inclut 3 jeux. Ah, on ne sait pas, ok. Il y a beaucoup de démos également de projets qui ont été avortés. Parce que après, il faut trouver des investisseurs une fois que t'as fini ton jeu. Parfois, hein, même très souvent, à grande échelle, tu le fais pas comme ça ton jeu. Il y a Pixel Art, on avait oublié Pixel Art qui avait fait des jeux également. FX Unit, The Engine Engine, qui était vendu 45 euros. C'était un hommage à Bonk's Adventure, Castlevania et Wonder Boy. Il a été distribué également sur PC Engine, TurboGrafx. Ils l'ont fait sur TurboGrafx, PC Engine et les Dreamcast. Eh bien, Tanzer, alors encore une fois, voilà, Tanzer, j'ai vu le jeu, je trouve ça dégueulasse. C'est un Shadow of the Beast mélangé à un shoot'em up, tu comprends rien. C'est un jeu à peine plus beau que ce qui se passait sur Atari ST en 88. Ils t'ont vendu ça en 2019. 50$. Mega 4 Studio. Non, mais les gens, je pense qu'à un moment, il y a des programmeurs qui ont senti la pigeonnerie, la roucoulerie de certains. Misplaced, 50$. Mega 4 Studio, encore une fois. C'est un puzzle quest, ils disent. Ok. On pourrait faire une liste énormissime hein, de façon de homebrew qui ont été vendus et d'autres dont les projets ont été abandonnés après la démo. Alors il y a Xenocrisis, ça j'avais oublié, parce que pour moi Xenocrisis, pour ma part, je considère ce jeu-là comme un vrai jeu Mega Drive. Au niveau de la réalisation, de la production, parmi les 6 homebrew que j'ai pu acheter, c'est peut-être le seul euh, qui est vraiment considéré comme un jeu Mega Drive tel quel en fait, qui aurait pu sortir à l'époque avec l'aval de Sega. Alors on a d'autres jeux voilà, en 2020 qui sont là. Automata, Flameball, Gluff. Encore des téléchargements gratuits. Hein. Smiley and Smiley, un jeu de memory card, 29$. Intéressant. Alien 4 2, encore un puzzle game, 35$. Heavy Duty, 4$ en téléchargement et en Australie, apparemment, c'est un jeu de. Il y a marqué Australie, 43,42$. Sur 30 niveaux et 5 environnements. Super Heavy Duty. Alors, à quoi ça ressemble Super Heavy Duty? On va voir. On va voir ça. Si la page veut bien s'afficher. Et vous voyez, hein, parmi tous les jeux qu'on a pu regarder, eh ben non, on peut pas le voir. Parmi tous les jeux qu'on a regardés déjà là, qui sont sortis dans le passé, il y a 90% à foutre à la poubelle. Hein. Paprium, 16 décembre 2020. Hein, pour ceux qui ont le jeu, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et il y aura des nouvelles bientôt de Paprium, les gars, vous allez voir. C'est pas joli, c'est pas joli, joli. Voilà, bon ça, voilà, vous connaissez. Papy Commando, Papy Commando, voilà, j'avais oublié ça. Ils ont fait, voilà, Second Blood, la deuxième version qui est un peu plus établie. Voilà. C'est un run and gun. Après, parmi les 6 ombros, j'avais bien aimé Metal Dragons, qui était pas mal. Hein. C'est un merc, c'est vraiment intéressant. Et puis là, on a d'autres jeux qui restent de façon homebrew adaptée. Il y a Barbarian, Rick Dangerous qui a été adapté sur Mega Drive également. Barbarian, il est là, voilà. En 2012, fait par des téléchargements gratuits. Et moi, je me souviens que ça, je l'avais récupéré sur AliExpress, le Barbarian. Wolfenstein 3D, j'avais oublié également.
qui est l'adaptation parfaite de la version PC de 95 par là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres jeux qui sont là, voilà. Voilà. Et pour moi, il y a des escroqueries, hein, comme. Alors, c'est encore Mega 4 Studio. Mega 4 Studio, sincèrement, moi j'ai un problème avec eux. Ils font beaucoup de jeux, mais ils sont de mauvaise qualité, quoi. C'est catastrophique ce qu'ils font. Là où, par contre, Neofeed, ils font des jeux tout à fait corrects, voire bons. Mais ils mettent beaucoup trop de temps à livrer les personnes. Hein, donc, et c'est pour ça que je vous dis, moi, à mon humble avis, les gens vont se lasser de ce genre de produit parce que il y a un problème dans la distribution du produit et également la visibilité pour le client par rapport à ce qu'il peut attendre du produit final. Parfois, vous investissez sans savoir si le jeu va être bon, correct ou révisé ou fourni tel que la démo ou annulé. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des chartes de Kickstarter, le créateur du jeu hein, n'est pas dans l'obligation de rembourser à partir du moment où ça reste un investissement. Hein. C'est dans la charte de certains Kickstarter, pardon. Alors à l'époque, on parlait voilà de d'Astorborg, Life on Mars également qui est pas mal, Xenocrisis, voilà. Mais bon, à partir de là, moi je me pose vraiment la question de savoir si on a besoin en 2024 de contribuer à ce genre de produit qui reste de qualité très très moyenne. Comme on dit, voilà, c'est un produit fait maison, mais au final, la qualité est rarement au rendez-vous, hein, rarement au rendez-vous. Hein. Alors il y a des gens qui vont, au final, vont succomber, vont acheter les produits parce que ce sont des collectionneurs qui ont besoin de toujours appartenir comment dire, à la modernité des sorties, sans réfléchir. Mais moi, les gens que je supporte plus, en fait, ce sont les personnes qui vous font la promotion en étant affiliés à ces gens-là, qui produisent des titres et n'ont pas forcément de but autre que de faire de l'argent, parce que la phrase qu'on a entendue deux, trois fois là, c'est ah, mais moi, hein, si je voulais gagner de l'argent, hein, je ferais pas des homebrew. Hein. On la connaît l'histoire, on la connaît. Hein. Demandez à certains là qui sont partis en Thaïlande avec votre argent là et qui vous ont pas fourni de jeu là, demandez-leur. Et regardez ici, il y avait même un homebrew qui était prévu façon 32X à l'époque hein, pour la Mega Drive. Et bah, on attend toujours en fait de savoir où se trouve hein, ce projet. Parce que des gens ont parfois des idées et ils n'arrivent pas à réaliser leur projet par manque de fonds et d'idées. Parce que c'est bien beau en fait de reproduire en fait un environnement 3D, de proposer un FPS ou je ne sais quoi, mais au final la réalisation c'est pas un amateur qui peut contribuer à une réalisation performante hein, pour fournir à des clients. Ce qu'on fait Bitmap Bureau et Xenocrisis, ce sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs hein, qui ont utilisé SGDK sur le tard. Ce sont des gens vraiment confirmés dans la programmation et la réalisation de jeux au niveau de level design et puis d'environnement. Hein. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je pense que la moindre des choses, c'est que quand ton projet, tu sens que il va pas aboutir à ce que tu imaginais, vaut mieux ne pas le sortir et mettre un téléchargement gratuit. Mais il y a beaucoup de genres qui n'ont pas été
comment dire, il y a beaucoup de genres qu'on n'a pas essayé de réaliser sur Mega Drive ou Super NES. Alors apparemment Super NES, il n'y aura pas de projet homebrew dans le futur, mis à part un demi là qui a l'air un peu... enfin, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai vu les images, c'est lamentable. Mais la Mega Drive en fait, le fait que il y a un logiciel adapté avec justement le SGDK, ça permet à des amateurs de développer, mais ça reste des amateurs, c'est ça le problème. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés pour réaliser un jeu qui va avoir tout ce qu'il faut au niveau du gameplay et de la finition. Bon voilà les gars, sur ce, écoutez, hein, faites votre choix hein, dans le futur par rapport à vos futurs investissements. Moi je serai vous en fait, j'essaierai de réfléchir à forcément s'il faut continuer de soutenir ces projets-là, Homebrew. Parce que pour moi, il y a un gros problème d'éthique à travers la production et la distribution de ces produits-là. Et puis, le joueur n'est pas récompensé par rapport à son investissement la plupart du temps. Hein, vous me direz dans les commentaires les homebrew que vous avez kiffé parmi tous ceux qui sont sortis et que vous avez achetés et ceux auxquels vous jouez encore aujourd'hui. Alors, les gens, bien sûr, qui ont reçu des objets collector qui ne les ont jamais ouverts, je pense que vous êtes très nombreux parce que vous êtes plus attachés à l'objet, certains, que au gameplay. Bon, encore une fois, c'est le problème aussi de ces personnes-là qui n'ont jamais été gamers dans l'âme au final et qui restent avec un regard très très éloigné hein, sur l'intérêt du jeu. Voilà. Il y a également un phénomène hein, dans les homebrew actuels, c'est de ressortir des jeux qui sont déjà sortis dans le passé, de faire des remasters, des remakes, en modifiant également voilà, le jeu d'origine avec les codes et puis les sprites, etc. etc. On reprend d'un point de vue pirate, je pense sincèrement, le jeu qui a été fait à l'époque pour le revendre derrière. Là, encore une fois, je suis pas certain que Capcom ait donné son accord hein, pour ce genre de production. On a ce Final Fight qui devrait sortir, voilà, soit en téléchargement gratuit, qui n'a aucun intérêt hein, pour les concepteurs de refaire ce jeu, en effet, sur une Mega Drive avec certainement des lignes de code du Mega CD et puis du jeu d'origine, et de le donner gratuitement. Je pense qu'ils vont essayer sur le dos de Capcom de vendre ce genre de projet. Je suis pas certain que ça fonctionnera. Parce que c'est vrai que quand on parle des homebrew, il faut être juste en fait par rapport à tout ce qui sort. Il y a des jeux qui n'ont pas de concept au niveau des beat'em all qui verront jamais le jour parce qu'il n'y a pas de distributeur et puis il n'y a pas d'accord avec un prochain Kickstarter par rapport aux investissements qui sont évalués ou mal évalués. Parfois, je vous dis, hein, on l'a vu dans le passé avec cette liste que je vous ai montrée, beaucoup de projets
hein, qui se sont terminés en démonstration du niveau 1, ou même pas un niveau 1 complet, hein, c'est-à-dire que les ennemis ne réagissent pas comme il faut, l'IA est défaillante au possible, et puis surtout, on n'a pas forcément de concept pour la suite du jeu, et puis la réalisation des niveaux 2, 3, 4 qui arriveraient derrière. On a ici pour notre part un jeu qui est plus proche, hein, de la version arcade de Final Fight, même si on n'y arrivera jamais, hein, par rapport aux capacités de la console. Maintenant, elle se veut supérieure à la version Mega CD. Je pense que c'est quelque chose qui va être faisable et accessible. Mais au final, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette cartouche Mega Drive? Ben, on aura un jeu qui dépassera largement les capacités d'origine des cartouches d'époque. Et puis surtout, on aura un jeu qui sera certainement boosté par des puces additionnelles, hein, comme on a eu sur la Super Nintendo avec les puces FX et SP1, qui ont largement boosté les capacités de la console d'origine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, en effet, moi je vois pas l'intérêt, encore une fois, de jouer à un jeu sur une moins bonne version et sur une console d'époque. Ça me rappelle un peu l'époque où, vous savez, tous les Mortal Kombat, tous les NBA Jam, tous les FIFA sortaient sur toutes les consoles. Game Gear, Game Boy, Atari, Amiga. On essayait de sortir tous ces jeux un peu partout euh, pour faire de l'argent, en fait. Et c'était le but des distributeurs, de rentabiliser la licence à l'époque. Sauf que là, premièrement, les exploitants, en fait, de ce type de jeu n'ont pas la licence, hein. Et j'ai entendu qu'ils étaient également en train de négocier avec Capcom, peut-être, ou les possesseurs de la licence, hein, pour l'exploiter, comme Limited Run fait pour les rééditions avec Strictly, les rééditions de jeux Mega Drive, hein, qu'on a vu. On a des jeux comme Gley Lancer, Cotton ou Battletoads qui ont été réédités. Même sur la Famicom, on a réédité le Battletoads en version japonaise. Là, c'est en effet avec les droits, etc. Maintenant, ça reste des projets amateurs qui vont être faits pour des fans. Et comme vous avez vu, hein, sur la liste que je vous ai montré, beaucoup de jeux terminent en démo téléchargeable gratuitement, parce que soit, si vous voulez, il n'y a pas d'exploitation au niveau des droits de la licence, ou alors on a également, voilà, des programmeurs qui s'en vont à droite à gauche, hein, c'est tout à fait possible, mais aussi vous avez pas les fonds pour terminer le produit. Hein, ça, c'est également une chose à mettre en valeur, hein, dans les projets de ces personnes-là. Mais la plupart du temps, je pense que vous avez des projets qui tombent à l'eau parce que ils n'ont pas, si vous voulez, l'argent pour terminer le projet, et que ça soit rentable. Parce que si au final ils font un projet et que pour eux ça revient pratiquement à rien au niveau des bénéfices, hein, pour finir ce projet. Alors bien sûr, vous avez des jeux, voilà, qui sont intéressants, hein, pour la communauté, à savoir le fameux Shadow Dancer, hein, sur Mega Drive, qui n'est jamais sorti adapté de l'arcade. Sur Mega Drive, on a eu une autre version. Et là, bah, normalement, le jeu devrait respecter déjà les capacités des cartouches Mega Drive. Donc ça peut s'approprier en effet un jeu qui aurait pu sortir à l'époque. Maintenant, ça reste un projet, je pense, qui, encore une fois, va demander l'accord de Sega pour qu'il sorte d'un point de vue commercial. Là, par exemple, vous avez un très bon jeu, voilà, adapté sur Mega Drive et MSX, je crois qu'ils l'ont sorti, le Kai Magazine. Et c'est un jeu qui, graphiquement, on le voit, voilà, est très beau et bien assuré au niveau des animations, des musiques.
et puis également de l'environnement, c'est ça qui est vachement important. Et quand on voit ce que on nous propose parfois du côté de la France, en fait, pour nos consoles modernes, eh bien, il y a quand même un grand décalage avec ce qu'on nous propose chez nous et ce qu'on nous propose à travers des boîtes étrangères qui font parfois du travail de qualité supérieure à ce qui se passe en France au niveau des studios amateurs et professionnels. C'est toute la différence. Je pense que ce qui est intéressant de voir avec le temps, c'est l'évolution des studios amateurs qui se transforment de plus en plus en studios professionnels. Alors, vous voyez ici, par exemple, on retourne dans les travers de ce que on peut dénoncer à travers la création d'Homebrew, qui ne sont pas des jeux Mega Drive, à travers des jeux de plateforme vraiment très très moyens et très très limités. C'est des choses qui sont prévues à l'étranger, mais qui n'arriveront peut-être que en téléchargement pour émulateur. Et ce qu'il faut faire dans le futur, c'est vraiment limiter le nombre d'objets physiques qui arriveraient au niveau de la vente hein, et de la distribution dans les boutiques. On sait par exemple qu'un jeu comme Dragon Slayer, c'est un prototype qui n'avait pas été terminé par les concepteurs du jeu à l'époque. Mais là, vous voyez par exemple un plagiat de Subterranea, où on a repris le level design, on a modifié les sprites. C'est clairement en fait un jeu déjà Mega Drive qui a été modifié avec le temps. Et moi, je suis pas certain que voilà, il faille donner de l'intérêt à ce genre de truc, comme le Mario Kart Horizon là qui est sorti sur Super NES. Et puis les différentes versions de Zelda ou Castlevania Ultimate, je ne sais quoi. Changer les couleurs, changer les textes, changer l'ordre des niveaux, tout ça, sincèrement, c'est même pas du fan service parce que les gens ne demandent pas ça. Mais par exemple, voilà, réaliser des jeux qui ne sont jamais sortis, comme Fatal Fury Real-Bout sur la Mega Drive, ça peut être intéressant. Encore une fois, pour le commercialiser, on revient dans cette histoire-là d'avoir les droits et l'argent pour acheter la licence. C'est toujours la même histoire. On peut faire ça en effet pour les fans, comme le jeu de combat avec tous les personnages des années 80-90 qui étaient disponibles sur internet gratuitement avec les personnages de Mortal Kombat mélangés à ceux de Capcom, mélangés à des superstars du catch ou d'autres personnages de jeux vidéo. Ça reste des produits qui n'ont pas été vendus et commercialisés officiellement par des boîtes de production. Et puis voilà, sur Mega Drive, vous avez des projets qui sont bien avancés dans le temps, d'autres également qui sont déjà en cours de finalisation au niveau de la programmation, et puis certains autres qui ont un gameplay qui est encore perfectible, qui n'est pas encore au niveau de ce que voulaient atteindre les programmeurs. Et puis vous avez carrément des jeux qui sont au niveau d'un prototype avec un niveau à moitié fini, une IA vraiment très très moyenne, voire catastrophique au niveau des ennemis qui se déplacent à l'écran. On est plus à chaque fois dans le genre d'ennemi qui vient en fait s'empaler à travers les stages pour atteindre votre personnage. C'est un problème au niveau également réalisation, hein, au niveau de l'amateurisme hein, des programmeurs. Ces titres-là, justement, vous avez un problème d'IA avec des ennemis qui ne savent pas trop où se déplacer ni comment réagir par rapport à votre personnage. Ça, encore une fois, ça relève de l'amateurisme complet, en fait, au niveau de la programmation. On s'attarde plus à faire des décors qui sont avec des graphismes acceptables et corrects hein, pour être
produit à travers différentes sources marketing de youtubeurs différents qui regardent simplement l'image et ne regardent pas encore une fois le gameplay, la profondeur du titre. Là vous voyez par exemple un espèce de super off-road ou vue de haut avec ces voitures et ce zoom qui est fait sur la console, hein, où on gère quelques avancées technologiques de la Mega Drive qui n'étaient pas faites à l'époque ni exploitées. Il y a également des jeux voilà, comme Star Fox, vous allez le voir par la suite, ou Metroid, hein, qui vont être adaptés par des personnes qui sont fans hein, de la Super Nintendo pour la Mega Drive, ou inversement même, hein, tout simplement, mais on ne sera jamais au niveau du jeu d'origine. C'est totalement infaisable et impossible hein, vis-à-vis en fait de l'amateurisme de ces programmeurs. L'absence d'ennemis à l'écran, l'absence en fait d'intérêt, parce que au final le jeu d'origine sera toujours meilleur hein, dans l'esprit des joueurs. Vous aurez touché beaucoup plus de monde avec un produit original de chez Nintendo déjà que sur un homebrew où au final on essaiera de reproduire ce qui a été fait dans le passé. Voilà par exemple le Star Fox, et ce Star Fox là, le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, on est très loin d'avoir obtenu la licence et les droits pour produire et commercialiser le jeu du côté des concepteurs homebrew, et ce projet ne sera jamais mené à terme, sauf à perte au niveau financier, et encore une fois, voilà. Les programmeurs qui se sont investis dans ce genre de projet sans pouvoir bénéficier par la suite hein, d'un revenu correct par rapport à leur travail arrêteront le projet assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel grand programmeur et programmeur moyen qui sort d'école en fait est capable de faire ce genre de logiciel à travers en fait les logiciels d'exploitation comme SGDK hein, qui permettent une avancée rapide dans la réalisation. Bien sûr, il faut être plusieurs sur le projet pour pouvoir avancer plus vite, c'est toujours la chose intéressante hein, dans une équipe. Et vous voyez que parfois des gens arrivent à faire des choses intéressantes comme ce Shadow Dancer dont on a parlé. Et puis il y a également le Mega R-Type. Et puis la Keisei-Den 2 qui est la suite de la version Master System. Mais encore une fois, cette version-là, hein, si elle sort, il y a une question de droit, d'exploitation, hein, des lignes de code sûrement de la version Master System qui ont été réutilisées. Je suis pas certain en fait que ce jeu sera mené à terme. Voilà. Il y a toutes ces questions qui se posent au niveau du plagiat. Là, vous avez un projet à la Doom où graphiquement c'est largement en dessous du jeu original. Les ennemis sont. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mots quoi. C'est même pas un jeu Game Boy, c'est assez désastreux. Pourquoi, je veux dire, essayer de se torturer à programmer ce genre de titre et essayer de le vendre mis à part à 2-3 geeks qui se baladent sur République, et encore, je suis même pas sûr qu'en voyant les photos du jeu, bah, ils adhèrent à ça, si un jour le jeu sortait, ce qui est loin d'être le cas. Et puis surtout, voilà, ce fameux Resident Evil en mode isométrique à la Light Crusader, où le personnage se déplace et on retrouve toutes les séquences de la version PS1. Avec une amélioration au niveau du level design avec le temps par rapport à la programmation d'origine. Ça reste encore une fois une démo, parce que Capcom ne donnera pas l'autorisation pour la commercialisation de ce genre de produit. Et ça finira avec une version démo et ça s'arrêtera là. Donc on peut donner des nouvelles de homebrew sur différentes chaînes YouTube où on vous dit attention, voilà, cette année il y a 40 homebrew qui sortent. Non, c'est pas vrai. Vous avez 36 démos qui sortent, il y aura 4 jeux au final qui vont sortir en physique, voire 3. C'est tout, ça s'arrête là. Les Kickstarter, même s'ils réussissent, si en plus toi tu lances un Kickstarter et que t'as pas acheté les droits d'exploitation hein, du produit que tu vas fournir, par rapport à Sega, Konami, Capcom, Taito,
en effet, ton jeu verra jamais le jour. Mais l'exemple parfait, voilà, c'est Mega R-Type. J'ai pu l'essayer et pour ma part, comme je suis très fan des shoot'em up, ce jeu-là n'est pas déjà au niveau de la version PC Engine et il est quand même assez différent de la version arcade. Il y a un problème au niveau des ennemis à l'écran qui sont pas assez nombreux. La difficulté pour le moment, c'est pas ça. Il y a quelques glitches et des bugs en fait au niveau des boss qui réagissent pas forcément. Mais on essaye de copier ce qui a été fait ailleurs. Voilà. Pour ma part, c'est pas encore ça qu'on attend. Je veux dire, et pourquoi jouer à Mega R-Type sur Mega Drive alors que tu l'as sur PC Engine en arcade pratiquement perfect. Voilà. Donc écoutez les gars, voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous guider à travers vos futurs achats homebrew ou pas sur Mega Drive et vous éclairer sur certains problèmes de ces concepteurs de homebrew qui parfois sont plus attirés en effet par l'argent que par la finalisation parfaite de leur projet vis-à-vis de leur communauté. Et le problème reste tout de même les gens qui font la promo de jeux et qui sont affiliés à ces communautés-là et ne sont pas objectifs dans la vente. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Merci. To order your Pro Action Replay, you can pay by Access, Visa or Switch. Phone our order hotline now on 0782 744